La multinationale Nestlé se targue de vous accompagner avec des aliments sains du berceau jusqu'au tombeau. Pourtant, dans le berceau, tous les bébés Nestlé ne semblent pas égaux. Dans certains laits de croissance et céréales infantiles, les taux de sucre varient énormément, que vous naissiez en Suisse, en Inde ou au Mexique. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux produits pour bébés Nestlé et à la quantité de sucre qu'ils contiennent. Ça fait longtemps que l'Organisation mondiale de la santé alerte sur l'épidémie d'obésité qui touche particulièrement les pays à revenus plus faibles. L'obésité infantile particulièrement a été multipliée par 10 ces 4 dernières décennies. Alors, le géant agroalimentaire basé à Vevey rend-il les tout-petits accros au sucre dans certains pays? J'en parle avec Laurent Gabrel. Bonjour. Bonjour. Tu es responsable agriculture et alimentation chez Public Eye. Tu es venu avec passablement beaucoup de produits Nestlé en studio. Il me semble pas que tu sois devenu commercial pour Nestlé entre-temps. Pas du tout. C'est plutôt pour cette grande enquête que tu as menée sur les produits pour bébés et jeunes enfants vendus par Nestlé aux 4 coins du monde. C'était quoi les principaux résultats? Écoute, nous on a ciblé deux des marques Nestlé les plus vendues sur ce segment des produits pour bébés. Il s'agit de Nido et Cerelac. C'est des marques qui sont promues par Nestlé comme saines et nutritives pour les enfants. On a voulu aller vérifier et puis on s'est intéressé en particulier au sucre, qui est l'ennemi public numéro 1 en matière de nutrition. On a comparé la teneur en sucre des produits vendus par Nestlé dans les pays à plus faible revenu avec les produits similaires que Nestlé vend en Suisse. Ok, donc tu t'es fait livrer des dizaines et des dizaines de produits de par le monde. Exactement. Et tu as envoyé ça en labo. C'est quoi les résultats? Ce qu'on a constaté, c'est qu'en fait, ces produits qui sont vendus dans les pays à revenus plus faibles, ils sont bourrés de sucre, alors que l'équivalent suisse, il est vendu sans sucre ajouté. Un exemple, ces céréales ici, ce sont des céréales de la marque Cerelac, vendues pour des bébés à partir de 7 mois. En Afrique du Sud, ils contiennent à peu près 6 grammes de sucre par portion, alors que l'équivalent suisse, qui est ici, il est vendu sans sucre ajouté. Donc c'est la même recette, c'est le même produit? C'est la même recette, sauf que les niveaux de sucre changent. Pareil pour les produits Nido. Ça, c'est un produit Nido qu'on a fait venir du Nicaragua. Il contient presque 6 grammes de nouveau de sucre ajouté par portion, alors que l'équivalent suisse, la marque Beba, est sans sucre ajouté. Ok, donc a priori sur ces produits, on soupçonne une alimentation à 2 vitesses, mais c'est des cas isolés ou ça représente une tendance? Écoute, non, nous, on a passé en revue une centaine de produits Cerelac vendus dans les principaux marchés en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et on a constaté que l'immense majorité, plus de 95%, contiennent du sucre ajouté, en moyenne, près d'1 carré de sucre par portion. C'est assez énorme, considérant que c'est des produits qui sont destinés à des bébés à partir de 6 mois. Et puis pareil pour les produits Nido. Pour les produits Nido, on a pu passer en vue à peu près une 50aine de produits. Là, c'est environ 2 tiers qui contiennent du sucre ajouté, en moyenne environ près de 2 grammes par portion. Ok, et c'est compliqué de connaître la teneur en sucre de ces produits? Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, si le sucre ajouté a été vraiment identifié comme un problème majeur de santé publique, la teneur en sucre ajouté n'est souvent pas indiquée sur les produits, y compris en Suisse. En fait, ce qui est indiqué sur les produits, c'est la teneur en sucre totaux, qui inclut aussi les sucres naturellement présents dans les fruits ou dans le lait, comme la lactose, et qui ne posent pas les mêmes problèmes de santé. Et du coup, c'est la raison pour laquelle tu as dû envoyer ces produits au labo? Exactement, et puis c'était pas une mince affaire, parce que pour la petite histoire, on a contacté plusieurs laboratoires de référence en Suisse, et on a essuyé de nombreux refus, et on a eu un laboratoire qui nous a d'ailleurs écrit noir sur blanc qu'ils n'étaient pas en mesure de s'engager avec nous sur ce projet parce que ça pourrait menacer les intérêts de leurs clients existants. Donc entre les lignes Nestlé, finalement on a pu se tourner vers un laboratoire en Belgique qui a pu réaliser l'analyse des produits. Ok, ça donne une idée de l'influence de Nestlé en Suisse. Tu as également soumis les résultats de cette enquête à pas mal de spécialistes et pédiatres directement dans les pays concernés. C'était quoi leur réaction? Une réaction plutôt de scandalisée en fait, injustifiable. En fait, ils trouvent complètement injustifiable cette pratique d'avoir des produits plus sucrés dans les pays plus pauvres, alors qu'en Suisse, on est capable de faire des produits sans sucre. Donc voilà, des accusations de colonialisme, de deux poids deux mesures envers Nestlé. C'est pas la première affaire auquel Nestlé a été confronté par le passé. Dans les années 70, il y avait ce scandale des laits en poudre tueurs de bébés. Est-ce que tu vois une filiation entre cette affaire et celle-ci 50 ans plus tard? C'était effectivement, il y a tout juste 50 ans. C'était un immense scandale à l'époque, avec Nestlé qui était accusé de promouvoir ces laits en poudre à la place de l'allaitement maternel dans les pays plus pauvres, avec des conséquences désastreuses
pour les bébés sur place. Et puis maintenant, Nestlé nous dit on a changé, on a appris du passé, on est différent. D'ailleurs, l'entreprise se profile vraiment maintenant comme un leader mondial de la nutrition infantile. Et pourtant, en fait, cette nouvelle enquête, elle montre que l'entreprise, elle n'a pas tant changé que ça. En fait, 50 ans plus tard, elle est de nouveau prise dans un scandale qui concerne ses aliments pour bébés. Et cette fois, c'est une histoire de sucre. On va parler un petit peu plus des aspects sanitaires. Ton enquête, elle s'appelle « Comment Nestlé rend les enfants accros au sucre dans les pays à revenus plus faibles ». Rendre accro, c'est quand même un peu provoque, non ? Écoute, il n'y a aucune justification d'un point de vue nutritionnel d'ajouter du sucre dans les aliments pour bébés. L'unique utilité, en fait, pour les industriels, c'est justement de créer cette dépendance auprès des enfants, parce que les enfants aiment le sucre, on aime tous le sucre, on est avec cette préférence pour le goût sucré, et les industriels en sont parfaitement conscients. Donc l'unique raison pour laquelle ils ajoutent du sucre dans ces produits, c'est justement de créer cette dépendance des enfants pour qu'ensuite ils privilégient leurs propres produits et des produits sucrés par la suite. Et il me semble que l'une des lignes de défense de Nestlé à ce niveau-là, c'est de dire qu'elle s'adapte juste aux goûts et préoccupations des différentes populations, des différents marchés. Ça, c'est complètement hypocrite. Les bébés en Afrique du Sud ou en Indonésie ou au Brésil, ils préfèrent pas plus le sucre que les bébés suisses. C'est simplement qu'ils profitent de la faiblesse des réglementations internationales pour continuer à sucrer leurs produits sur place et augmenter leurs ventes. Sur les aspects sanitaires, je le disais en intro, l'Organisation mondiale de la santé, elle est aussi très critique sur le fait d'exposer les bébés et les jeunes enfants à des taux de sucre élevés de façon précoce. C'est quoi les conséquences à long terme ? Écoute, les conséquences, c'est cette épidémie d'obésité dont tu parlais en introduction. On a vraiment en ce moment un énorme problème qui touche en particulier les pays à revenus plus faibles. On parle d'à peu près 900 millions de personnes obèses au niveau mondial. L'obésité infantile, tu l'as dit, en explosion. Et puis, il y a un consensus maintenant au sein des institutions internationales, y compris l'OMS, pour dire que en fait, le sucre, c'est l'une des principales causes, pas l'unique cause, mais l'une des principales causes de cette épidémie. Et on sait également que cette période, les 1000 premiers jours, comme on appelle ça, donc cette période de la naissance jusqu'à 3 ans, elle est cruciale parce que c'est à ce moment-là que se forment les habitudes alimentaires que tu vas ensuite conserver pour le reste de ta vie. En plus de ça, à cette époque-là, les enfants, ils sont hyper vulnérables. Donc une exposition au sucre à cet âge-là, elle peut avoir des conséquences désastreuses pour le reste de la vie. Et donc, les recommandations, elles sont maintenant unanimes et très claires de la part de l'OMS, mais aussi de la part des gouvernements, de plusieurs gouvernements comme le gouvernement américain. C'est pas de sucre ajouté dans les produits destinés aux enfants en dessous de 3 ans. Ok, mais si c'est super clair, comme tu le dis justement, d'exposer les enfants au sucre de façon précoce, que c'est mauvais, pourquoi ça reste autorisé ? Écoute, le principal problème, c'est qu'effectivement, ça reste autorisé par les législations nationales qui sont en fait elles-mêmes basées sur les recommandations du Codex. Le Codex, c'est un ensemble de normes qui a été développé par une commission intergouvernementale qui est basée à Rome. Et puis, alors effectivement, ces normes du Codex, elles permettent l'ajout de sucre dans les aliments pour bébés jusqu'à un certain niveau. Et c'est bien là le problème. Et en fait, on a un immense problème au niveau de ces normes du Codex qui servent de base aux législations nationales. Et on a un problème, en fait, au niveau du développement de ces normes elles-mêmes, parce qu'on a un lobbying extrêmement fort de l'industrie du sucre, mais aussi de l'industrie des aliments pour bébés au sein de cet organisme. Pour te donner un exemple, on vient récemment de réviser la norme sur les laits de croissance, donc ces laits Nido, et on a révisé d'ailleurs la recommandation sur le niveau de sucre acceptable dans ces produits. Et près de la moitié des participants lors de cette réunion étaient des représentants de l'industrie qui participent aussi bien en tant qu'observateurs, donc ils sont partout autour de la salle et ils font du lobbying un peu dans les couloirs, mais aussi en tant que membres des délégations nationales. Comme quoi, il n'y a pas qu'en Suisse que les géants de l'agroalimentaire ont aussi pas mal d'influence. Ce sur quoi vous êtes pas mal critique aussi à Public Eye, c'est les stratégies marketing qui sont développées par Nestlé pour promouvoir ses produits, notamment le recours à des influenceurs et influenceuses. Je te propose d'introduire ce sujet par une petite vidéo. Hey guys, it's me once again, Megan Adonis, your blind goddess. As you can see, I have a very active baby. I'm keeping mommy very busy. Now let us go and prepare his favorite meal of the day. Little bodies need big support, with Nestle being the perfect addition to our mealtime, with all the different flavors to choose from. Feeding time is always an exciting but also a messy time for us, so we need to make sure that Sunshine is fully geared up for this Nestle Cerelac mealtime. As a blind mom, feeding time is always an adventure, but mommy always enjoys these moments. So what's your little one's go-to flavor?
C'est quoi qui est problématique d'après toi avec ce type de contenu? Écoute, l'utilisation d'influenceurs, d'influenceuses, c'est vraiment la nouvelle stratégie utilisée par l'industrie, pas seulement l'industrie des aliments pour bébés, l'industrie en général. Le gros avantage, c'est qu'en fait, ce genre de publicité n'a justement pas l'apparence de la publicité. Donc, c'est absolument pas indiqué qu'il s'agit là d'une publicité pour un produit Nestlé. Les parents, les mères de famille sont exposés à ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Facebook, Instagram, etc. Et ont l'impression de recevoir le conseil bienveillant d'une mère de famille ou d'un père qui partage son expérience et fait des recommandations. Et donc, c'est vraiment de la publicité déguisée. C'est hyper avantageux pour l'industrie parce que ça permet d'atteindre les parents, les mères de famille d'une manière qui s'apparente pas du tout à la publicité et qui semble plus digne de confiance. Ça, c'est la nouvelle tendance, du coup, beaucoup plus insidieuse. Mais c'est quoi les autres stratégies marketing qu'emploie Nestlé, particulièrement dans les pays avec des revenus plus faibles? Écoute, le cœur de la stratégie marketing de Nestlé pour vendre en particulier ses produits Nido et Cerelac, et c'est assez ironique d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le marketing médical. Donc ces produits qui sont bourrés de sucre, en fait, Nestlé les promeut dans ces pays-là comme bons pour la santé, comme je te disais, essentiels à la croissance des enfants. Et c'est pas seulement un discours, si tu veux, c'est vraiment au cœur de leur stratégie, c'est-à-dire qu'ils utilisent ensuite les professionnels de la santé pour promouvoir ces produits. On a vu dans pas mal de pays des cas de nutritionnistes, de pédiatres, de médecins qui promeuvent ces produits comme bons pour les enfants, qui recommandent ces produits en fait pour les enfants. On a par exemple le cas d'une nutritionniste au Panama qui recommande le produit Nido 1+, c'est d'ailleurs celui qu'on a ici, pour les enfants en disant que c'est un produit qui est magnifique, qui va stimuler la croissance et le développement des enfants, leur développement cérébral, le développement de leur système immunitaire, alors qu'en fait, il contient plus d'1 carré de sucre par portion. J'avoue que ça me rappelle un peu les pratiques de l'industrie du tabac il y a quelques décennies pour promouvoir la cigarette. Est-ce que c'est autorisé, ça? Ces pratiques, elles restent malheureusement autorisées dans énormément de pays, bien qu'elles soient contraires aux directives de l'OMS, qui sont très claires. Pas de promotion de ce genre de produits, ni les laits en poudre, ni ce genre de céréales infantiles qui sont très sucrées. Et aussi pas de promotion déguisée par le biais du marketing en ligne, ni de publicité mensongère en utilisant des allégations nutritionnelles ou de santé. Et là, c'est un problème d'ailleurs fondamental, qui est qu'en fait, si tu voulais pour un médicament, par exemple, que tu veux mettre sur le marché, dire de ce produit qu'il favorise, qu'il soutient le développement immunitaire des enfants, le système immunitaire des enfants ou le développement de leur cerveau, tu devrais fournir des éléments de preuve très stricts en fait et très élevés, un niveau de preuve très élevé. Alors qu'en fait, pour des produits alimentaires, la réglementation, elle est très faible et tu n'as pas besoin de fournir de tels niveaux de preuve. Et Nestlé, j'imagine au courant que ces produits sont mauvais pour la santé. C'est ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, dans de nombreux pays, tu te rends compte que Nestlé fait des recommandations avec le sucre et recommande d'éviter le sucre dans les aliments pour bébés. On a trouvé énormément de recommandations Nestlé de ce type, notamment en France, en Afrique du Sud ou au Brésil, où ils te disent « Attention, le sucre dans les aliments pour bébés, c'est dangereux, ça peut menacer leur système immunitaire, ça va créer une préférence qui va durer toute la vie pour les produits sucrés. » Et pourtant, ils continuent à t'ajouter du sucre dans quelques-uns de leurs produits les plus vendus dans les pays à plus faible revenu. Donc apparemment, il y a une hypocrisie qui est manifeste chez Nestlé. C'était quoi leur réaction à votre enquête? Eux, ils nous ont pas répondu sur le double standard, sur pourquoi en Suisse on vend des produits sans sucre alors qu'à l'étranger, ils sont remplis de sucre. Ils nous ont pas répondu là-dessus. Par contre, ce qu'ils nous disent, c'est que durant la dernière décennie, ils ont déjà réduit de 10% les niveaux de sucre des céréales Cerelac partout autour du monde et puis qu'ils sont aussi en train de retirer une partie du sucre des produits Nido. Et d'autre part, ils nous disent qu'ils en font plus que le reste de l'industrie et puis que de toute manière, tous leurs produits respectent parfaitement les législations nationales et les règles, les standards internationaux du Codex. Et ça te paraît crédible? Comment tu vois cette réponse? Écoute, ils répondent pas sur le problème fondamental, qui est ce double standard. S'ils sont capables de retirer le sucre en Suisse, pourquoi ils le font pas partout autour du monde? Est-ce qu'on peut espérer que ça bouge? J'ai vu récemment, il y a quelques semaines, qu'une coalition d'actionnaires se mobilisait à la prochaine Assemblée Générale de Nestlé pour que Nestlé se positionne vers une alimentation plus saine. Ça peut bouger les lignes?
Écoute, ils sont clairement sous pression. D'ailleurs, il y a eu ce leak d'un document interne il y a quelques années qui montrait qu'en fait l'entreprise était parfaitement consciente de ses problèmes. Elle reconnaissait que la majorité des produits qu'elle vend sont malsains et que toute une partie de produits pourront d'ailleurs jamais devenir bons pour la santé. Parce que ça reste de la nourriture industrielle. Exactement. Donc ils sont sous pression clairement. Là, on a cette résolution à l'Assemblée générale qui a été déposée par une partie des actionnaires qui leur demande de se fixer un objectif ambitieux en matière de transition et puis en gros d'abandonner cette dépendance envers des aliments malsains. Après, est-ce que ça a une chance de réussir? J'ai mes doutes. Parce que justement, il y a toute une partie du portfolio qui pourra jamais devenir sain. Et puis voilà, cette résolution des actionnaires, ça reste quand même assez minoritaire. Ces actionnaires ont des revendications, j'imagine que vous aussi à Public Eye? Oui, alors notre revendication, elle est assez simple. C'est retirer le sucre de tous les aliments pour bébés partout autour du monde. Si Nestlé, ils nous disent oui, on fait beaucoup d'efforts, on retire progressivement le sucre, 10% ici, 5% là. Mais non, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est immédiatement retirer le sucre de tous les produits. Ils sont capables de le faire en Suisse. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas partout autour du monde? Et d'ailleurs, on a lancé une pétition où on demande à Nestlé de retirer le sucre de tous ses produits pour bébés partout autour du monde. On vous invite à signer cette pétition sur notre site internet. On la mettra évidemment en description de cet épisode. Merci beaucoup Laurent Gabrel pour ces éclairages. Avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. L'enquête dont on a parlé se trouve en description de cet épisode. Comme d'habitude, si ça vous a plu, partagez-le autour de vous. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne leur regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.